Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, on s'interroge, est-il aisé de devenir papa au Bénin? La question mérite d'être posée avec la mise en application désormais de l'une des réformes qui date de 2015 et qui exige désormais un acte de paternité avant l'accouchement. Les étapes pour l'obtention de ce document sont à suivre dans ce journal. Au Burkina Faso, des attaques meurtrières ont fait plus de 10 morts dans la nuit du lundi au mardi. Les autorités dénoncent l'incursion de groupes armés dans le Sahel. Et puis, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a été reçu par le président français Emmanuel Macron au centre des discussions, le soulèvement de la population tchadienne contre le système de transition. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, le sujet relatif à l'obligation désormais d'établir au Bénin un acte de paternité avant l'accouchement agite la République depuis ce lundi 26 avril. En effet, conformément aux dispositions de la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin, il est désormais indispensable de présenter un acte de paternité lors de la déclaration de naissance au Bénin. Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir le certificat de paternité? Comment et où l'obtenir? Élément de réponse à travers les explications du secrétaire administratif de l'arrondissement de Glodjibé. Nicodème Azangbe est au micro de Aristide Setti et de Denis Marouya. L'attestation de reconnaissance de paternité, c'est une pièce exigée par le nouveau mécanisme d'enregistrement des naissances. Et cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021. C'est quoi l'attestation de reconnaissance de paternité? En fait, lorsque votre femme contracte une grossesse, vous venez vers le centre de l'état civil, le centre de santé, afin de retirer cette fiche-là de reconnaissance de paternité. Donc, vous amenez la fiche au centre de l'état civil, c'est-à-dire à l'arrondissement, pour la légalisation. Arrivé chez nous, ici à l'arrondissement, nous vous aidons à remplir la fiche et vous faites le dépôt des signatures. Vous déposez votre signature à notre niveau et vous signez la fiche devant nous. Sur la fiche, vous reconnaissez que vous êtes l'auteur de cette grossesse-là. Parce que sans cette fiche, la sage-femme ou la coucheuse ne peut pas mettre votre nom en tant que père sur la fiche. Et c'est la loi qui le recommande. Donc, elle a besoin de cette fiche-là afin de créer votre nom. Voilà ce que c'est que l'attestation de reconnaissance de paternité. Et lorsque le parent, le père, vient vers nous au centre de l'état civil, nous avons besoin de sa pièce d'identité. Donc il a nécessairement besoin d'une pièce d'identité pour pouvoir faire le dépôt de signature. Et à défaut de la pièce d'identité, nous pouvons aussi accepter le certificat d'identification personnelle délivré par le RAVIP. Sinon, c'est la carte d'identité pour faire le dépôt de signature. Donc après le dépôt de signature, vous passez à la signature de la fiche devant nous. Parce que sur la fiche, vous constaterez que c'est l'officier de l'état civil qui est le chef d'arrondissement qui certifie avoir reçu la déclaration de la personne qui est venue vers nous. Donc voilà comment ça se fait. Et combien avez-vous besoin pour faire tout cela? Dépôt de signature avec la légalisation de la personne, ça vous donne droit à 1000 francs. Avec 1000 francs, vous pouvez avoir votre acte de reconnaissance de paternité et que vous déposez maintenant au centre de santé pour pouvoir inscrire votre nom sur la fiche de naissance. Et puis, sur cette même actualité, quelques citoyens béninois réagissent sur la pièce importante que constitue désormais le certificat de paternité. Écoutons-les. C'est une bonne chose, selon moi. Et ça permet aux mamans maintenant d'être sûres
la paternité. De la paternité. Désormais, ce n'est plus, les choses ne vont plus aller comme avant. Il faut reconnaître que tu es vraiment l'auteur de la grossesse ou bien de l'enfant qui vient d'être né. Je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Parce que dans la vie actuelle maintenant, là, il y a des gens que, bon, après 30 ans ou bien 50 ans, on te dit que, bon, la femme dit que ce n'est pas ton enfant ou bien... Et ça amène des problèmes que, bon, on voit que maintenant, ce que le gouvernement a amené, c'est bon. Parce que déjà, si ce n'est pas son enfant, il n'y aura pas d'autorisation d'aller prendre un certificat de... Une fois que tu as le certificat de paternité, même à 100 ans, personne ne peut te le retirer encore. Donc moi, je vois que c'est une bonne chose. Selon moi, c'est une bonne chose. Je dirais aux jeunes de respecter cette nouvelle loi parce que pour éviter beaucoup de choses, et il ne faut pas engrosser sa femme ou bien une fille et la laisser seule face aux procédures de délivrance d'acte de naissance. Donc, il faut assumer maintenant la responsabilité du père dès la grossesse jusqu'à l'accouchement. La légalisation de ce acte a besoin d'une certaine formalité à l'arrondissement. Donc, il faut avoir nécessairement les pièces d'identité. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, de faire diligence vers le centre requis pour avoir les pièces d'identité. On ouvre la page santé de cette édition. Elle est définie comme l'inflammation de la muqueuse tapissant les sinus. Souvent mal diagnostiquée, la sinusite est confondue à d'autres affections qui amènent les patients à questionner la médecine traditionnelle. Des recettes de grand-mère au traitement de la sinusite avec les plantes, en passant par les raisons qui justifient ce choix des patients. Carnot François Rungwede-Rinto nous édifie avec l'histoire d'Antoinette. Antoinette est une coiffeuse professionnelle. À 34 ans, elle a déjà souffert durant plusieurs mois de la sinusite qu'elle confondait au rhume. J'avais souvent le nez bouché en croyant que j'étais enrhumée. J'ai donc traité le rhume en vain. Non satisfaite, elle a été finalement à l'hôpital où la sinusite lui a été diagnostiquée. Après un premier traitement et limité par les moyens, elle a fait recours à la médecine traditionnelle. En intervalle de 3 ou 4 semaines, Antoinette confirme être guérie grâce à un traitement à partir des plantes médicinales. Le tradithérapeute me donnait des produits extraits des plantes. J'en mets dans le coton pour l'inhaler et je consomme d'autres qui sont en poudre. Peu à peu, j'ai commencé par avoir satisfaction, puis la guérison. Comme Antoinette, beaucoup de personnes souffrant de cette affection font recours aux tradithérapeutes comme ce théboriste. Pour lui, une recette grand-mère est bien différente d'un traitement traditionnel. Et si nous prenons par exemple les ails écrasés ou découpés et que la personne inhale, ça l'aide à avoir une satisfaction du moment. Oui, guérison du moment, donc il est soulagé. Il est guéri, mais c'est de façon légère. C'est après ça qu'il va suivre maintenant le traitement de sinusite pour être guéri. La sinusite se traite de façon naturelle. C'est-à-dire, il y a des plantes qui ont des vertus d'antibiotiques que nous utilisons pour l'inhalation avec le coton, puis et autres. Et il y a aussi certains nombres de produits en liquide ou en poudre qu'on remet aux patients et ils prennent pour être guéris. Remède de grand-mère ou recours aux plantes médicinales, les praticiens de la médecine moderne sont prudents. Pour eux, le seul traitement recommandé et efficace se fait dans les centres de santé sous le contrôle des spécialistes. Je ne pourrais pas porter de jugement sur ce que font les praticiens qui font quand même un travail énorme pour pouvoir soulager la population. La plupart du temps, les populations ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils estiment que lorsqu'ils vont aller à l'hôpital, il y a déjà le niveau socio-économique de la population qui les empêche
souvent d'avoir l'audace de consulter le médecin. En Afrique, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels pour les soins primaires tels que le paludisme, le diabète ou la tension. Le lait de coco est un liquide très prisé. Les Béninois en consomment au quotidien à cause des nombreuses vertus qu'il regorge. À travers ce reportage, nous vous emmenons à la découverte des vertus de ce précieux liquide pour la santé. Aristide Sétien, Denis Marouya. L'eau de coco est une eau qui purifie le foie et fait en sorte que élimine les toxines du corps. Comme M. Sani, plusieurs citoyens prennent le coco et reconnaissent ses vertus au Bénin. La noix de coco compte une foule de bienfaits et vertus de santé. Les nombreuses personnes qui l'ont adopté dans les environs de la ville de Cotonou apprécient. J'aime le coco. Bon, je sais que ça contient des vitamines qui apportent de la santé à certaines parties de l'organisme humain. C'est à cause des nutriments que cela contient et qui fait du bien à l'organisme que je prends le coco et son eau. Quand je le bois, j'ai un sentiment de satisfaction. Quand on entend le mot coco d'abord, ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je le prends souvent parce que quand je le prends, je suis bien à l'aise dans mon corps et j'arrive à m'en sortir très bien avec le coco quand même, après le sport. Précisément, quand moi je prends ça et surtout quand je suis fatigué, je prends ça. Vraiment, et quand je me couche, vraiment, je suis à l'aise dans mon corps et tranquille. J'aime prendre du coco parce que quand on prend du coco, on est à l'aise, souple, léger. C'est bon pour la santé. Ça aide aussi à être léger, à bien s'en sortir pendant les sports. Au-delà des fonctions de régulateur que procure le coco dans l'organisme humain, il joue également un rôle thérapeutique, expliquent ici quelques vendeurs. Le travail que le coco fait que moi je connais, c'est-à-dire guérir le maladie, le paludisme. Et après ça, il y a des gens qui font ça pour le soulèvement de leur barre. La nourriture de coco là, c'est très bon. C'est bon pour l'homme, c'est pour les femmes aussi. Somme l'eau, c'est bon. Somme coco aussi, c'est bon. Il fait beaucoup de choses avec ça. Le coco là, c'est qu'il y a lait là. C'est bon pour les garçons. Il faut trouver des enfants, des enfants qui boivent ça tous les jours. La peau de coco, c'est médicament, c'est savon aussi. Qui connaît ça, c'est bon. Il avait pas lu avec ça. Il prépare le savon avec ça. Il n'a pas ce qui gâté dans la coco. Coco là, tout c'est bon. La consommation du coco est donc indispensable dans la vie de tout être humain. Il importe alors d'en consommer tant qu'on en a la possibilité, car il contribue au bien-être de chaque individu. Actualité en dehors du Bénin au Burkina Faso, des attaques meurtrières ont fait plus de 10 morts dans la nuit du lundi au mardi. Les autorités dénoncent l'incursion de plusieurs groupes armés dans le Sahel avec des enlèvements et des exécutions. Après avoir discuté avec les autorités du Burkina Faso et les familles des personnes qui ont disparu, leurs informations confirmeraient que les corps retrouvés au Burkina Faso appartiennent aux 2 journalistes espagnols disparus au Burkina Faso. Je dis que cela confirmerait, car nous attendons toujours une ultime confirmation. C'est une triste nouvelle. Notre plus grand respect vont aux familles et à la profession. Être journaliste est une profession à grand risque dans beaucoup d'endroits dans le monde. Le soulèvement de la population tchadienne contre le système de transition mis en place après la mort du maréchal Idriss Déby Itno a fait réagir le président français Emmanuel Macron, qui a reçu en audience le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Revendiquer l'inclusion, le dialogue, n'est-ce pas? Et donc c'est normal que la population puisse se soulever contre la position de la France. C'est normal. Paris, particulièrement attendu à propos de cette prise de pouvoir controversée. Emmanuel Macron a reçu ce mardi à l'Élysée le président de la République démocratique du Congo.
Les deux chefs de l'État ont fait part de leurs préoccupations face aux violences et à la répression grandissante dans le pays. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique. Je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Le nouvel homme fort du pays, Mahamat Idriss Déby, s'est exprimé ce mardi dans un discours télévisé. Il a promis d'organiser un dialogue national inclusif durant la période de transition de 18 mois. Le président du Conseil militaire de transition a néanmoins évité d'évoquer les violences qui ont éclaté dans le pays. En Somalie, les tensions politiques s'intensifient suite à la prolongation du mandat du président actuel. Le président a appelé au dialogue et à la tenue effective de l'élection. Il va s'adresser à cet effet le samedi prochain au Parlement pour son approbation. Une allocution tardive dans le but d'apaiser les tensions dans le pays. Alors que la Somalie connaît depuis plusieurs jours des affrontements violents sur fond de crise politique, Mohamed Abdullahi Mohamed a tenu à s'exprimer le plus rapidement possible. À 1h du matin, heure locale, celui qu'on surnomme Farmajo a annoncé dans les médias somaliens vouloir s'exprimer devant le Parlement afin d'organiser la prochaine élection présidentielle. En tant que président chargé de faire respecter la Constitution, j'ai décidé de me présenter devant les membres de la Chambre des peuples du Parlement fédéral ce samedi, et ce, afin d'obtenir leur approbation pour le processus électoral dont ont convenu le gouvernement fédéral, les chefs des États membres fédéraux et le gouverneur de l'administration régionale de Banadir. Le discours de Farmajo se veut donc apaisant, mais aussi à charge contre l'opposition. Selon le président somalien, il a toujours été question d'organiser des élections présidentielles et législatives pacifiques. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, nous avons toujours été prêts à mettre en œuvre des élections rapides et pacifiques dans le pays. Mais malheureusement, nos efforts ont été entravés par des individus et des entités étrangères qui n'ont d'autre but que de déstabiliser le pays et de le ramener à l'ère de la division et de la destruction afin de créer un vide constitutionnel. Une initiative qui survient alors que le pays semblait retourner peu à peu vers le chaos. À Mogadiscio, la capitale, les habitants ont dû fuir face à la violence des affrontements. J'ai fui le quartier de Sigalé à cause des combats et des bombardements. Des hommes armés vêtus d'uniformes militaires sont venus nous voir dans la nuit et nous ont dit de partir, de nous enfuir avec nos femmes et nos enfants. Malgré les mesures favorisant un retour au calme, le mandat de Farmajo est tout de même entaché de 3 décès survenus le week-end dernier. Des faits qui assombrissent son bilan et qui ne devraient pas l'aider dans sa probable candidature à une réélection. Et pour boucler cette édition, les élections législatives palestiniennes sur le point d'être reportées. Les raisons de ce report tournent autour des violences entre la Palestine et l'Israël. Des élections qui n'ont pas été organisées depuis 15 ans, qui seront certainement repoussées selon des responsables égyptiens et sans nouvelle date prévue. Le 22 mai prochain, les Palestiniens devraient se rendre aux urnes pour voter à leurs élections législatives. Un scrutin fortement compromis du fait d'un blocage avec Israël. L'autorité palestinienne a prévu, pour 150 000 électeurs de Jérusalem-Est, 11 bureaux de vote en Cisjordanie, où aucune approbation israélienne n'est nécessaire. Mais pour les 6 300 autorisés par les accords d'Oslo II à voter dans des bureaux de vote gérés par Israël, l'État hébreu fait barrage et interdit toute activité de l'autorité palestinienne dans Jérusalem intramuros. Mahmoud Abbas a donc averti, si les autorités israéliennes n'autorisent pas le déroulement du scrutin dans la ville sainte, l'ensemble du processus électoral devra être repoussé. Nous n'accepterons en aucun cas de tenir des élections législatives sans Jérusalem et ses habitants. Le décret présidentiel devrait être publié ce jeudi.
L'Union européenne ayant demandé aux dirigeants palestiniens de laisser le temps à Bruxelles de tenter une médiation auprès des autorités israéliennes. Pour bon nombre de candidats, ce report équivaudrait à une annulation des élections, un scénario qui remettrait en question les droits et libertés des Palestiniens. Selon nous, la tenue d'élections à Jérusalem fait partie de la bataille pour la liberté de la Palestine et donc, au lieu d'attendre la permission ou la coopération israélienne pour organiser des élections dans des bureaux de vote sous contrôle israélien, nous devons trouver d'autres solutions. On pourrait placer des urnes dans des sites religieux, dans des écoles. Il y a beaucoup de possibilités que nous étudions d'un point de vue juridique et pratique et nous allons les présenter au peuple palestinien. Les élections devaient être organisées dans un climat déjà tendu entre Palestiniens et Israéliens. Pendant plusieurs jours, de nombreux heurts ont éclaté à Jérusalem-Est. L'accès à la porte de Damas, lieu de rassemblement traditionnel des Palestiniens pendant le mois de Ramadan, a été dans un premier temps interdit par les forces de l'ordre israéliennes. Dans le même temps, des Israéliens de l'ultra-droite ont manifesté dans le quartier. Si la police les a empêchés d'aller au contact des Palestiniens, elle a également blessé plus d'une centaine de ces derniers. Et puis ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.